Bonjour tout le monde. Donc la dernière fois, on a calculé l'entropie. Donc on a trouvé son expression à une constante d'intégration près. Donc après, on a dit qu'on va chercher un système ou bien référentiel pour lequel donc la constante d'intégration, ça va être nulle. Et puisqu'on travaille dans le système canonique, donc automatiquement le système qui va se servir de référence, ça va être le système parfaitement isolé ou bien le système microcanonique. Donc je vais calculer en quelque sorte la fonction de partition pour un système microcanonique. Donc pour cela, on envisage un système en équilibre, donc d'énergie interne U est égal à E bar, occupant oméga état accessible. Donc pour chaque état d'énergie, je vais avoir l'énergie moyenne de chaque état, donc c'est l'énergie moyenne, c'est l'énergie interne. La fonction de partition, ça va être, c'est la somme de I donc jusqu'à N, donc tous les états, de exponentielle moins bêta EI. Donc ça va faire un oméga, donc tout le nombre d'états accessibles exponentiels moins bêta E bar. Donc et après, je vais introduire en quelque sorte le logarithme sur cette fonction. Donc j'ai introduit le log ici, donc le log ici. Donc je vais avoir c'est log de oméga moins bêta E. Je multiplie par la constante de Boltzmann, et sachant que l'entropie donc est égale à ln de oméga, je trouve finalement que l'entropie s'écrit comme suit, donc et la constante d'intégration est bel et bien nulle. Donc pour le calcul de l'énergie libre, donc il suffit de rappeler son expression, donc c'est U moins TS, donc puisque j'ai la formule de S ici, donc je vais multiplier par T. Donc je vais trouver, et remplaçant en quelque sorte le bêta par 1 sur 4t, donc après simplification, je peux trouver que la formule donc, pour f, ce n'est autre que moins k ln de z. Donc que je peux écrire comme étant moins ln de z sur bêta. Donc je répète ce passage-là, donc le s c'est k ln de z plus bêta E bar, donc je remplace bêta par 1 sur 4t, donc je trouve que S c'est ln de z E sur t, je multiplie par t, je trouve que ts c'est 4t ln de z plus E, donc le E bar moins ts c'est ça, donc et sachant que E bar ce n'est autre que U, donc je remplace ici, je trouve le F. Donc on remarque qu'en thermodynamique classique, donc la pression est définie comme étant la dérivée partielle de V à température constante à un signe moins près. Donc je prends ma dernière expression, celle-là, donc je dérive par rapport à V, je vais trouver l'expression qu'on a trouvée dans la section 3, donc celle de pression, de l'expression de la pression en fonction de ln de z, c'est une variation suivant le volume. Après, on va voir une autre notion, donc c'est le principe d'équipartition de l'énergie. Donc souvent, l'énergie de l'ensemble canonique est une fonction quadratique, c'est-à-dire il y a un terme au carré, donc quadratique continu des variables QI au PI. Donc je vais trouver donc soit QI au carré, PI au carré. Donc par exemple, donc l'énergie cinétique de translation d'une molécule d'un gaz parfait, c'est un demi m sur m, donc px carré, donc py carré, donc ça c'est z carré, pz carré. De même, quand on assimile les vibrations d'un atome dans un cristal à celles des trois oscillateurs harmoniques couplés, donc le modèle d'Einstein, donc l'énergie totale des atomes, donc je vais avoir, donc puisque il y aura une partie cinétique, donc px au carré, py au carré, donc pz au carré. Donc de même, il y a une partie potentielle, donc en fonction des positions qx carré, qy carré et qz carré. Donc de façon générale, donc je peux écrire l'énergie comme étant deux sommations, donc sur qe au carré et pi au carré. Donc, dans la suite, on se propose de calculer la valeur moyenne de l'énergie EI, donc, associée à une variable, soit QI ou bien PI. Donc cette énergie-là, je vais écrire comme étant EI plus EJ, donc avec
donc le EI, donc je vais le noter A, QI au carré. Donc tout le reste de la sommation, je l'intègre dans le EJ. Du coup, l'élément de volume de l'espace de phase, ça va être d de Q1, d de Q2, d de QI jusqu'à d de Qn fois d de P1, d de P2, d de P3, d de Pi jusqu'à d de Pn. Donc ceci, je vais noter comme étant d de Q1. Donc je fais sortir l'état sur lequel je veux calculer l'énergie moyenne, et le reste, je l'intègre dans d de gamma du J. Donc je note d de gamma donc avec grand gamma. Si on sépare le paramètre QI et de l'ensemble des autres paramètres désignés par l'indice J, donc enfin, pour la même raison, je donnerai donc le volume accessible. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai décomposé l'élément de volume de l'espace de phase. Donc le volume accessible, donc ça va être delta gamma, c'est delta gamma I, donc associé à l'état I. Donc le reste, je l'intègre dans G, dans petit J. Donc avec la variation ou bien l'intégrale de T2 gamma I, donc ça va faire la variation de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc de position QI. Donc j'intègre surtout l'espace de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc dans ces conditions, je vais avoir l'énergie moyenne, donc associée à l'état EI. Donc ça va être EI, la densité de probabilité D de gamma, donc sur la normalisation D de P, D de gamma. Je remplace la probabilité en fonction de la fonction de partition. Je fais sortir l'inverse de la fonction de partition ici. Ici, je vais avoir exponentielle moins bêta E. Donc E, c'est l'énergie totale du système. Après, j'écris E comme étant c'est la somme de EI plus EJ. Donc je vois que les intégrations d de QI et d de gamma de J, ils sont indépendantes en quelque sorte. Du coup, je vais séparer donc la partie I et la partie J. Donc je vais avoir l'intégrale sur d gamma de I, EI exponentielle moins bêta EI, d de QU, fois delta gamma de J, EJ, d de gamma de J. Donc de même, en bas, donc je simplifie ici, c'est le même terme. Donc du coup, je vais avoir pour l'énergie EI, ça va être donc seulement ces deux intégrales et je remplace les bornes d'intégration. Donc l'intégration d de gamma de I ou bien d de Q, donc est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc après, je remarque, donc j'utilise toujours l'astuce de la dérivée de l'exponentielle. Donc la dérivée de l'exponentielle par rapport à bêta, ça donne EI exponentielle moins bêta EI, donc avec un signe moins que je transforme ici. Donc je remplace ici, donc cette intégrale-là, donc va s'écrire sous cette forme-là. Après, je vais permuter en quelque sorte la dérivée et l'intégrale pour avoir cette expression-là. Donc ici, quand je remarque, donc ça c'est la fonction, donc l'intégrale de moins l'infini plus l'infini exponentielle moins bêta EI d de Q. Donc sa dérivée par rapport à la fonction. Donc ça va être, c'est moins la dérivée de ln de ça. Donc avec maintenant, donc là, on connaît que la dérivée de f, donc ln f', donc c'est f' sur f. Donc notre f, ce n'est autre que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, etc. exponentielle. Donc après, je vais remplacer en quelque sorte le EI par son expression, donc qui est constante, donc fois AI au carré. Donc je peux écrire le EI bar comme ceci. Donc je vais faire le changement de variable suivant. Donc je pose que QI, ce n'est autre que Y sur racine de B, ta. Donc quand je D de Q, donc ça va être D de Y. Donc je remplace ici, je vais trouver, c'est la différentielle par rapport à bêta, donc il y aura un bêta à la puissance 1/2, l'intégrale de ça. Donc que je vais décomposer, ici, je vais avoir moins bêta moins ln
Donc ici, t de y. Donc je vais avoir moins 1 demi ln de bêta plus ln l'intégrale de moins l'infini plus l'infini exponentielle moins a y. Donc je regarde ici. Donc c'est une dérivation par rapport à bêta. Donc le premier terme dépend de bêta, le deuxième ne dépend pas de bêta. Donc la dérivation suivant bêta de ça fait 0. Du coup, je vais avoir pour l'énergie, donc ça va être, c'est la dérivée par rapport à bêta de moins 1 sur 2 ln de bêta. Donc je vais avoir 1 sur 2 bêta. Donc je remplace, je trouve que l'énergie est égale à 4t sur 2. Donc ce résultat, je peux l'énoncer comme étant le principe d'équipartition de l'énergie. Si un paramètre entre par son carré dans l'expression de l'énergie d'un système, l'énergie moyenne associée à ce paramètre prend la valeur 4t sur 2 à l'équilibre thermique. Donc, chaque fois que j'ai un paramètre, donc quel que soit le paramètre, il entre de manière quadratique, c'est-à-dire qu'il entre par son carré dans l'expression de l'énergie. Si je veux calculer l'énergie moyenne, donc automatiquement, je vais avoir 4t sur 2. Donc on remarque aussi que ce principe a été établi pour une expression donc continue ou bien classique. Donc ce n'est pas valable pour le cas quantique. Donc il est valable seulement pour le cas classique. Donc l'autre partie, c'est le calcul d'un nombre d'occupations moyen d'un niveau, en quelque sorte, ou bien d'un état. Donc je considère un système est formé de n particules qui se répartissent sur R état. Donc je vais avoir donc la somme des n petit nr, donc la somme de ça donne n particules, donc réparties sur les états de 1, 2, 3, 4, R et grand R. Donc sur R état d'énergie, que je vais noter E1, E2, ER et grand ER, et porte des particules de N1, N2, NR et NR. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, ici une particule, donc ici 2 particules ou bien 3 particules, ici 5 particules. Donc, je peux avoir ici donc juste 2 particules, 0 particules, etc. Donc, ça diffère. Et je veux calculer le nombre d'occupations moyen, c'est-à-dire le nombre moyen de particules dans un niveau. Donc, on va chercher la valeur moyenne NR, c'est-à-dire le nombre moyen de particules sur l'état d'énergie ER. Donc, le NR, ce qu'on appelle le nombre d'occupations d'un niveau. Donc, remarquons que l'ensemble canonique est constitué par le nombre total n de particules qui reste constant. Qu'on va en fait étudier ce qui se passe à l'intérieur de l'ensemble canonique. Donc ici, la variation du nombre de particules, c'est la variation à l'intérieur de l'ensemble canonique. Donc c'est la variation sur les niveaux d'énergie. Donc le nombre total de particules, ça reste fixe. Comme ça, je garde l'hypothèse de l'ensemble canonique. Donc, grand N, donc le grand N, il est fixe, il est constant. Seulement le petit n, donc le nombre de populations de chaque niveau qui est variable. Donc, je regarde à l'intérieur de l'ensemble microcanonique. Donc, l'énergie d'un état de l'ensemble canonique, donc je le note EI, ça va être la somme de R1 jusqu'à grand R, NR, ER. Ça veut dire que l'énergie de cette particule, donc plus 3 fois l'énergie de ça, donc plus 5 fois l'énergie de ce niveau, 2 fois ou bien 3, ça, etc. Donc c'est pourquoi j'ai noté NR fois ER. Donc la fonction de partition sera automatiquement la somme de I jusqu'à R exponentielle moins bêta EI. Et la probabilité d'avoir EI sera, donc EI, ça va être, c'est l'exponentielle moins bêta EI sur Z. Donc pour trouver la valeur moyenne NR, on remarque qu'à chaque valeur de EI, correspond une suite de valeurs ou bien un ensemble de N1, N2, NR, N grand R. Tel que l'énergie, c'est la somme des énergies des niveaux fois leur nombre de populations. Donc en particulier, à chaque valeur EI correspond une valeur
NR, 2 poids statistiques, pi de I. Donc, par conséquent, la valeur moyenne, je vais la noter comme étant la somme sur I de NR fois la probabilité pi de I. J'introduis la fonction de partition, ça va être la sommation sur I, donc avec un facteur de 1 sur 7, NR exponentielle moins EI. Donc, je remplace EI par son expression. Donc, c'est la somme de N1 E1 plus N2 E2 NR ER jusqu'à NR ER. On remarque que la dérivée de exponentielle moins bêta EI par rapport à R, ce n'est autre que N exponentielle ça. Donc ici, j'ai remplacé donc, le EI. Donc ça, c'est le EI. Du coup, cette expression-là, je peux l'écrire comme étant, c'est une sommation de la dérivée. Après, je permute la dérivée et la sommation. Je change la dérivée et la sommation, puisque la somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme. Je trouve que le n bar, c'est moins 1 sur bêta z, la dérivée par rapport à E, donc de sigma exponentielle moins bêta EI. Donc on reconnaît ici à l'intérieur des parenthèses, c'est la fonction de partition. Donc je trouve NR, c'est moins 1 sur bêta z, la dérivée de z par rapport à I. Du coup, donc ceci, je peux le transformer en log, en dérivée de log. Et finalement, je trouve le NR, c'est ça. Donc en fonction de la fonction de partition du système canonique. Donc ce résultat peut s'exprimer aussi à l'aide de la fonction de partition d'une particule, donc des constituants. Donc je note zeta comme étant la somme sur R exponentielle moins bêta ER. Et la fonction de n particules, donc de n particules, ça va être ces zeta. Donc z est égal à zeta à la puissance n. Ici, j'ai considéré que les particules sont identiques et décernables. Donc si les particules ne sont pas décernables, donc j'aurai une division par le n factoriel. Ici, on suppose que les particules sont identiques et décernables. Donc le nombre d'occupations moyennes, je vais introduire ça à l'intérieur. Donc le n va sortir ici. Après simplification, donc je peux écrire comme étant n sur zeta exponentielle moins bêta ER. Donc je peux même, donc ça dépend du niveau, donc je peux enlever l'indice R. Donc pour avoir que le nombre d'occupations moyennes, c'est n sur zeta relatif à la particule sur la fonction de partition exponentielle moins bêta E. Donc ceci, je peux en quelque sorte, je peux l'écrire comme étant, c'est n bar, donc le n bar de E, ce n'est autre que le nombre total fois la probabilité pour que le système soit dans l'énergie E. Donc ce résultat apparaît trivial ou bien évident. Donc, mais il est préférable de le montrer car ici, donc, c'est juste parce que le nombre total des particules il est fixe. Donc, par exemple, ce résultat n'est pas valable pour le cas où n n'est pas constant. C'est dans le cas, par exemple, de l'ensemble grand canonique. Donc après, on va voir un autre concept, donc le concept suivant. Donc, c'est la capacité calorifique des solides. Donc, la version 1, donc il y aura une version 2, puisque il y aura on va voir ici le modèle d'Einstein. Donc, et après, on traitera dans la suite d'autres modèles, donc notamment celui de Debye, donc pour rendre compte des effets quantiques ou bien pour avoir des bons résultats ou bien combler les lacunes que présente le modèle d'Einstein. Donc, je rappelle la disponibilité du cours. Donc, c'est toujours il est disponible sur la plateforme de la fac. S'il vous plaît, pour l'accès anonyme, vous utilisez donc le pass SMP5. Donc, il est disponible aussi sur la plateforme YouTube, sur mon site personnel. Donc, le plan, ça va être comme suit. Donc, la théorie d'Einstein, donc on va voir le calcul classique et le calcul quantique.
Donc, on va aborder cette étude par une théorie très élémentaire, donc, pour passer ensuite à des théories plus élaborées. Donc, on verra que ces raffinements successifs permettent finalement d'élargir le domaine d'application de la théorie et rendre compte assez correctement des résultats expérimentaux. Donc, en quelque sorte, on va montrer donc, que le modèle d'Einstein n'est pas suffisant pour décrire l'expérience. Donc, il y a d'autres modèles plus élaborés. Donc, c'est le modèle de Debye. Donc, la théorie d'Einstein, donc je vais procéder par un calcul classique. Après, on verra le calcul quantique. Donc, le modèle d'Einstein est une représentation simplifiée de la vibration d'un atome d'un cristal. Donc, on imagine que l'atome peut être assimilé à un ensemble de 3 oscillateurs harmoniques couplés, oscillant dans les 3 directions perpendiculaires au X, au Y, au Z. C'est-à-dire, si je prends par exemple donc, un solide, donc je trace, donc, juste pour vous rappeler donc, le réseau de Bravais par exemple, donc je prends cette particule-là, donc ici, donc je peux assimiler, donc il vibre, donc il va vibrer suivant la direction de X, suivant la direction de Y et suivant la direction EZ. Donc il y aura 3 vibrations, donc X, Y et Z. C'est pourquoi j'ai assimilé ça à des oscillateurs harmoniques oscillant suivant au X, au Y, au Z. Donc macroscopiquement, cela veut dire que l'atome est assimilé à une boule de masse M, c'est ce que j'ai représenté ici, donc une boule de masse M, reliée à ces points fixes, donc A, B et C, par 6 ressorts identiques. Donc ces oscillations-là, donc suivant X, Y et Z, traduites donc par des oscillations, donc comme ça, donc c'est comme si la masse elle est attachée à 6 ressorts, donc 2 pour chaque direction de propagation X, Y et Z. Donc, si les points A et B, C, D, E, F sont fixes, cela signifie que l'atome considéré est suffisamment indépendant des atomes voisins. Donc, pour qu'on puisse considérer comme un ensemble canonique, donc je vais considérer cet atome comme un ensemble canonique, et le reste, donc, qui l'entoure, ça va être le réservoir de chaleur ou bien de l'énergie. Donc ça, c'est juste pour se mettre dans le contexte ou bien dans les hypothèses de définition de l'ensemble canonique pour établir le calcul de manière canonique. Donc l'énergie de l'ensemble des 3 oscillateurs harmoniques couplés, donc ça va être la somme donc, de l'énergie de chaque oscillateur que je peux écrire comme cette formule-là. Donc, il dépend quadratiquement de 6 termes. Donc, je vais avoir px carré, py carré, pz carré, donc de même qx carré, qy carré, qz. Donc, il va dépendre de manière quadratique pour les 6 termes. Donc, si j'applique le principe qu'on a vu, le principe de l'équipartition de l'énergie, donc je prends par exemple ce terme-là, donc le terme pz va contribuer de k t sur 2, son énergie moyenne. Et puisque, donc ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais avoir 6 termes. Donc c'est pourquoi j'ai multiplié 6 par 4t. Donc et ceci, ça donne un résultat de 3 4t. Donc pour une mole contenant n atomes, donc on aura l'énergie interne, ça va être l'énergie moyenne, c'est 3n 4t, que je peux écrire comme étant 3r t, avec r et la constante de gaz parfait. Donc je définis la capacité calorifique, donc molaire, donc le CV, ce n'est autre, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à T à volume constant. Que je peux écrire que c'est la dérivée de l'énergie moyenne par rapport à T à volume constant. Et ceci, ça fait 3R. Donc ce résultat, donc le CV est égal à 3R, donc je peux donner sa valeur, donc ça va faire 25 joules degré moins 1 ou bien 6 calories degré moins 1. Ça constitue la loi dite du Longue-Petit qui avait mis donc, en évidence cette propriété expérimentalement. Donc à température ordinaire, cette loi est bien vérifiée pour la plupart des corps purs, donc, sauf pour le diamant.
Donc, le diamant, c'est du carbone cristallisé. Donc, on va voir après, donc on va expliquer pourquoi le diamant fait l'exception. Donc, c'est par le biais de l'analyse quantique. Donc, l'analyse quantique du problème, aux sections suivantes, permettra de montrer qu'il s'agit d'une exception apparente à la loi du long et petit. Donc, un autre aspect ici intéressant, c'est même ce module simple donne un excellent résultat à température ordinaire, donc pour le CV, mais elle permet de comprendre la température d'un solide comme étant une grandeur liée aux vibrations de l'atome à l'intérieur du cristal. Donc la notion de température donc, est liée directement aux vibrations des atomes. Donc plus l'atome vibre, plus le cristal ça va être plus chaud. Donc la température est liée directement à la vibration des atomes dans le cristal. Donc après, je vais procéder au calcul quantique. Donc c'est toujours la théorie d'Einstein, donc c'est les mêmes suppositions. Maintenant, il suffit de supposer que les 3 n oscillateurs, donc ici on avait n particules, donc ici on avait n particules, donc chaque particule définit 3 oscillateurs harmoniques, donc suivant X, Y et Z. Donc dans le total, j'ai un système de 3 n oscillateurs harmoniques. Donc c'est ce que j'ai ici. Donc je vais considérer que le système, ça va être ces 3 n oscillateurs harmoniques d'une dimension. Donc à travers vos cours de mécanique quantique, vous savez que l'énergie d'un oscillateur harmonique à une dimension, donc elle est donnée par ça. Donc c'est h bar oméga n plus n demi. Du coup, je vais calculer la fonction de partition. Ça va être, je note zeta, donc pour un seul oscillateur harmonique. Donc pour un oscillateur harmonique à une dimension. Donc la fonction zeta, ça va être, c'est la somme de tous les états possibles, de n allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc n appartient à n. De exponentielle moins bêta E. Donc je remplace le E par h bar oméga n plus n demi. Donc je vais trouver ceci. Donc après, je vais sortir, donc en quelque sorte, moins bêta h bar oméga n demi, je factorise, donc je vais avoir ce terme-là, donc fois cette sommation. Donc ceci, ça fait, donc quand je développe ça, ça va faire 1, donc n est égal à 0, ça va faire 1. n est égal à 1, exponentielle moins bêta h bar, exponentielle moins 2, bêta h bar, oméga, etc. Donc ceci, c'est la somme des termes d'une progression donc géométrique, une suite géométrique de raison exponentielle moins bêta h bar oméga. Donc cette somme, ça vaut 1 sur 1 moins l'exponentielle. Normalement, pour une série de raisons Q, donc je vais avoir 1 sur 1 moins Q. Donc du coup, je remplace ici, je vais avoir zeta comme étant donc exponentielle moins bêta h bar oméga sur 2 sur 1 sur la somme 1 moins exponentielle moins bêta h bar oméga. Donc après, donc ça c'est pour un seul oscillateur harmonique. Donc mon système il est formé de 3 n oscillateurs harmoniques. Donc 3 n oscillateurs harmoniques indépendants, donc décernables, identiques. Du coup, la fonction de partition du système, donc ça va être ces états à la puissance 3n. Donc ça va être cette expression-là à la puissance 3n. Donc ici, j'ai considéré que les oscillateurs harmoniques, donc ils sont bel et bien décernables, donc puisque, en quelque sorte, la particule dans le cristal, elle est localisée par sa position, donc par la position dans la maille, donc par exemple le 1, 0, 1, donc par exemple, et l'oscillateur aussi, il est localisé par sa direction de quantification X, Y et Z. Donc, quand je parle d'oscillateur, il est parfaitement décerné, donc par la position de l'atome et par la direction de quantification. Du coup, pas besoin de diviser la fonction de partition par 1 sur
par 3n factoriel le nombre de permutations totales, puisque les particules, les oscillateurs, ils sont bel et bien décernables. Donc l'énergie moyenne, puisque j'ai la fonction de partition, je vais dériver l'énergie moyenne. Donc ça va être, c'est la dérivée de la fonction de partition, donc par rapport à bêta, donc un signe moins. Donc j'introduis le ln de z, donc je vais développer, donc il y aura 3n facteur de ça, donc avec le moins ici, donc ça va faire des plus. Donc la dérivée par rapport à bêta, donc de ça, donc ça va faire h bar oméga sur 2, donc puisque ici j'ai un facteur de bêta. Et ici, donc je vais utiliser la dérivée de ln. Donc la dérivée de ln, donc ln f', ce n'est autre que f' sur f. Donc maintenant, je vais prendre f comme étant 1 moins exponentielle moins bêta h bar oméga. Donc ça va faire la dérivée de ça. Le moins avec le moins, ça va faire plus h bar oméga exponentielle moins bêta h bar sur la fonction. Du coup, l'énergie, ça va faire ici, donc je factorise par h bar oméga, donc il y aura 1 demi plus exponentielle moins bêta h bar oméga, 1 moins ça. Donc ici, donc le passage de ça à ça, c'est par une multiplication par le conjugué, donc par multiplication par bêta h bar oméga. Comme ça, quand je multiplie ici par l'exponentiel négatif, ça va faire le 1. Et ici, je vais avoir un exponentiel positif. Donc ici, ça va faire 1, le moins 1 ici. Donc la capacité calorifique molaire à volume constant, c'est la dérivée de l'énergie interne par rapport à T à volume constant. Donc je dois dériver en quelque sorte l'énergie interne enfin, par rapport à la température. Donc l'expression ici dépend de bêta et non pas de la température. Donc je vais décomposer la dérivée. Ça va être, c'est la dérivée par rapport à bêta fois la dérivée de bêta par rapport à t. Donc la dérivée de bêta par rapport à t, puisque bêta c'est 1 sur 4t, donc ça va être moins 1 sur 4t carré. Donc la dérivée de E par rapport à bêta, donc je dérive cette expression-là. Donc le premier terme, ça va faire 0. Donc je vais avoir la dérivée de ça. Donc la dérivée de 1 sur f, donc en quelque sorte, c'est moins 1 sur... c'est f' sur f carré. Donc le f', donc avec le f ici, donc c'est exponentielle bêta h bar oméga moins 1. Donc la dérivée de ça, ça va faire h bar oméga exponentielle moins bêta h bar oméga, donc avec le signe moins, fois la fonction au carré. Donc ceci, je peux donc l'arranger pour l'écrire sous cette forme-là. Donc CV, c'est ça. Donc après, je vais introduire ce qu'on appelle la température d'Einstein. Donc la température d'Einstein, je note θE est égal à h bar oméga sur la constante de Boltzmann sur K. Du coup, cette expression-là donc, peut se mettre sous cette forme. Donc CV, c'est ça. Donc il y aura θE et T. Donc θE et T. Donc dans cette relation, donc valable pour tous les corps, donc la température d'Einstein, θE, Kt, caractérise le corps étudié. Donc, et la valeur de θE, de la température d'Einstein, va servir de frontière entre deux cas limites qui sont caractéristiques. Donc, en premier lieu, donc je rappelle que oméga, ce n'est autre que 1 sur C sur M. Donc avec C, c'est la constante de rappel, et M, la masse de l'oscillateur. Donc θE sera d'autant plus grande que l'élément étudié est plus dur. Donc oméga, elle est importante, elle est grande, si le C est grande. Ça veut dire que l'élément, elle est plus dur, et la masse, elle est petite. Ça veut dire que l'élément, elle est léger. Dur. Et M plus petite. Donc en pratique, θE est de l'ordre de 300 Kelvin. Donc pour la plupart des éléments, donc sauf pour le cas du diamant, donc c'est un élément qui est très léger, donc le carbone, et elle est très dure. Donc on l'utilise souvent dans les forages. Donc pour lequel, donc le θE, il est de l'ordre de 1200 Kelvin.
Donc, je vais considérer le premier cas, donc, qui correspond à des températures ordinaires, c'est-à-dire que θ elle est très supérieure, que T elle est très supérieure à θe, c'est-à-dire que kT est supérieur à, je sais pas, oméga, donc c'est le cas classique, donc on vient, puisque donc ici la température donc est supérieure au phénomène quantique, donc c'est supérieur à, je sais pas, oméga, donc c'est la situation ordinaire, c'est le monde macroscopique ou bien la physique, la limite classique. On peut alors développer donc l'exponentielle au premier ordre, donc l'exponentielle de x, donc en quelque sorte c'est 1 plus x, donc puisque c'est la somme des xn sur le n factoriel. Donc je vais avoir pour CV cette expression-là, donc il y aura un plus et moins, et à la fin, donc je simplifie ça par ça, je vais avoir que CV est égal à 3R. Donc je retrouve la loi de Dulong-Petit que CV, ça fait 3R pour les températures ordinaires. Donc les températures ordinaires, c'est la limite classique, donc c'est T supérieur à θe. Donc la deuxième limite correspond à T inférieur à θe. Ça veut dire que la température est très basse. Donc c'est le phénomène quantique qui régit le système. Donc H bar oméga supérieur à kT, donc à basse température, donc près du zéro absolu. Donc dans ce cas, on peut négliger donc le 1 ici, donc ce 1 là, donc le 1 ici. Donc je peux le négliger devant l'exponentielle. Donc si je le néglige, donc je vais avoir 3R θe, donc θe sur t au carré exponentielle moins θe sur t. Donc CV, donc en quelque sorte, donc le CV donc a cette formule-là. C'est une fonction décroissante en exponentielle moins θe sur t. Donc on voit que CV, donc ça tend vers le 0 quand t tend vers l'infini, quand t tend vers 0. Donc t est égal à 0, donc je vais avoir l'exponentielle de moins l'infini, donc ça va faire 0. Donc le CV est bel et bien, donc il tend vers 0 quand t tend vers 0. Ce qui y est conforme en quelque sorte avec l'expérience, donc normalement, alors que la théorie classique donc, donne un CV, donc constant de 3R, mais à basse température. C'est pas vrai, c'est incorrect. On ne peut pas avoir CV constant pour les basses températures. Donc, en conclusion, donc, la théorie d'Einstein donc, rend compte d'une part de comportement de CV à température ordinaire, donc en quelque sorte le calcul quantique, donc la théorie quantique, ça donne CV est égal à 3R pour grande température, et ça donne CV tend vers 0, donc en T à basse température. T tend vers 0. Donc ça rend bel et bien compte du cas classique, donc le C3N, donc, et elle tend vers 0 quand à basse température. Toutefois, il indique, cette expression-là, elle indique que CV décroît de manière exponentielle vers le 0, alors qu'en expérience, donc CV décroît en T3. Donc du coup, ce modèle d'Einstein n'est pas suffisant en quelque sorte pour décrire le comportement à basse température. Donc on verra dans la suite un autre modèle, donc le modèle dit de Debye. Donc le modèle de Debye donc rend complètement compte de l'expérience, donc avec une bonne manière. Donc on passera au concept suivant, donc celui du paramagnétisme. Donc, on va essayer d'expliquer le phénomène du paramagnétisme, c'est que certains solides peuvent donner un champ magnétique dès qu'ils sont soumis à un champ d'induction. Donc ce champ magnétique, ça dépend, ou bien l'orientation, c'est suivant, ou bien
inversement de l'orientation du champ d'induction, tu vas avoir donc ce qu'on appelle paramagnétisme, diamagnétisme. Donc on va essayer d'expliquer ce phénomène du paramagnétisme de manière statistique. Donc je rappelle la disponibilité du cours. Donc on va étudier le système à deux états. Donc on va voir la théorie statistique du paramagnétisme. Donc la théorie du paramagnétisme a été initialement étudiée par Langevin, qui a donné un traitement classique à ça. Donc il a ensuite été reprise par Brillouin. Donc on verra ça dans la série 3, qui a donné un traitement quantique. Ici, on va étudier donc le cas le plus simple, donc le cas quantique, donc le plus simple, donc qui correspond à des particules de spin 1,5. Donc c'est juste pour initier ou bien pour expliquer ce phénomène du paramagnétisme de manière statistique. Donc, et on va considérer le système quantique le plus simple. Donc c'est des particules de spin 1,5. Donc système à deux états. Donc, on considère une particule susceptible d'occuper deux états d'énergie, donc plus E moins E. Donc, il est en contact avec un réservoir à la température T et peut être considéré comme un ensemble canonique. Donc, toujours, je dois vérifier ou bien mettre le contexte de l'ensemble statistique en évidence pour savoir donc comment je vais traiter en quelque sorte le problème. Donc, la fonction de partition, c'est la somme sur les états i, donc de exponentielle moins bêta ui. Donc ici, j'ai deux états, plus et moins. Donc ça va faire moins bêta plus e et moins bêta moins e. Donc la fonction de partition, ça va être exponentielle bêta e plus exponentielle moins bêta e. Donc si je veux calculer l'énergie moyenne, je passe par la dérivée. Donc c'est des exercices de calcul. Donc je passe par la dérivée de ln de zeta par rapport à bêta. Donc ça va être, c'est la dérivée de ça ici. Donc la dérivée de l'exponentielle par rapport à bêta, ça va faire un e, exponentielle bêta, et moins ici. Donc avec le moins, je factorise avec le e ici. Donc ça, c'est le sinus hyperbolique. Donc et ça, c'est le cosinus hyperbolique. Du coup, je vais avoir comme expression moins e tangente hyperbolique bêta de e. Pour la probabilité d'occupation de chaque état, donc je vais faire appel. Donc la probabilité d'occupation de chaque état, donc se détermine en quelque sorte par donc la probabilité, c'est exponentielle moins bêta e l'énergie divisé par la fonction de partition. Donc ça va faire exponentielle moins bêta e sur zeta moins, donc ça va faire plus. Donc je regarde en quelque sorte ici que donc ça c'est E moins. Donc, la probabilité la plus grande, donc je corrige ici, donc exponentielle, donc moins l'énergie, je vais avoir moins, c'est plus, donc c'est supérieur. Donc la probabilité, donc ou bien le système occupera, donc il y aura plus de probabilité d'occuper l'état qui a une énergie plus petite. Donc c'est en quelque sorte c'est le principe de moindre action. Donc chaque système favorise l'état de moins énergie. Donc la stabilité, on le cherche à moins, c'est équivalent à moindre d'énergie. C'est pourquoi je trouve la probabilité, donc je trouve que la probabilité, je note P-, donc la probabilité P- est supérieure à P+. Donc le système favorisera l'état de basse énergie qui est E-. Donc je peux vérifier la normalisation, donc la somme des probabilités est égale à 1, il suffit de faire la somme, ça donne 1. Donc c'est ce que je viens de dire, qu'on remarque que P- est supérieur à P+, ce qui veut dire que l'occupation, ou bien la population de l'état d'énergie la plus basse est plus grande que l'occupation de l'état d'énergie le plus élevé. Donc maintenant, je vais procéder au traitement statistique du paramagnétisme. Donc on considère un corps pur dont les atomes ont un spin 1,5. On admettra que les atomes sont
ils ont une certaine mobilité, donc ils peuvent s'orienter, donc qui leur permet de s'orienter dans un champ d'induction magnétique. Donc ceci, normalement, il est évident pour les liquides et les gaz, donc les molécules ou bien les particules peuvent se déplacer librement. Bon, donc ceci, c'est difficile en cas de solide, mais il existe certains solides qui présentent ce phénomène, donc ou bien les particules s'orientent, donc leur spin s'oriente suivant le champ d'induction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paramagnétisme. Donc dans un champ d'induction magnétique B, donc un atome de spin 1,5 et de moment magnétique mu ne peut prendre que deux orientations possibles. Donc soit suivant le B, soit moins le B. Donc c'est ce qu'on appelle un spin parallèle. Donc je note 1,5. Donc l'énergie, ça va faire moins bêta, moins mu fois B. Donc ça va faire moins E que je note. Donc un spin antiparallèle, donc S moins 1,5. Donc le moins fois moins, ça fait plus. Donc l'énergie, ça va faire mu bêta plus E. Donc cet atome est constitué dans un système à deux états, deux types de celui étudié à la section précédente. Donc, je vais faire rappel donc, à la section précédente, donc ça va être mon point de départ. Donc, et je vais en quelque sorte voir deux effets, donc deux effets donc rivaux. D'une part, l'induction B qui tend à orienter mu dans le sens de B, donc ce qu'on appelle son spin parallèle, et d'autre part, donc les chocs aléatoires, donc puisque les molécules se déplacent, donc les chocs aléatoires avec les autres atomes va jouer le rôle de réservoir qui tente de désorienter. Donc si je prends par exemple un ensemble de particules, donc je note comme ça. Donc, et je considère que quand je vais mettre un champ d'induction B, donc les particules vont s'orienter, donc il y aura des spins donc suivants ou bien inverses, donc ça dépend des cas. Mais le choc des particules entre eux, donc quand deux molécules, une tape dans l'autre, ou bien une particule tape dans l'autre, donc le champ de spin ou bien le moment magnétique a une tendance à se désorienter. Donc je peux avoir une certaine désorientation du moment. Donc je vais avoir deux phénomènes à l'intérieur qui sont rivaux, donc qui sont contraires. Donc un phénomène qui tente d'orienter les spins et l'autre qui va tenter, et l'agitation en quelque sorte thermique qui va tenter de désorienter les spins. Donc un état d'équilibre statistique va donc s'établir et on va essayer de caractériser cet état pour un ensemble de N0 atomes. Donc je note N0 atomes. Donc N0 étant le nombre d'atomes par unité de volume. Donc on doit calculer l'intensité I, c'est-à-dire le moment magnétique moyen M pour l'ensemble de N0 atomes. Donc pour faire ça, donc le nombre moyen d'atomes dans l'état E+, donc je fais appel au calcul qu'on a fait au début de la séance, donc sur le nombre moyen d'occupation d'un niveau. Donc ça va être, c'est la probabilité fois le nombre total, donc c'est P plus fois N0. Donc je trouve cette expression. Et pour l'état moins, donc ça va faire P moins fois N0, ça donne ça. Du coup, le nombre moyen, donc ça va donner donc mu NP0 moins N0 P+. Donc après simplification, donc je passe par les fonctions hyperboliques, donc à la fin pour trouver que le M0, c'est ça, c'est mu N0 tangente hyperbolique bêta E. Donc après, donc je peux écrire ça donc comme étant donc l'intensité qui n'est autre que le moment magnétique total moyen. Donc ça va être c'est mu N0 tangente hyperbolique bêta de E. Donc après, je vais remplacer donc le bêta E comme étant un mu bêta donc sur kt, puisque donc le bêta c'est 1 sur kt.
Donc, juste pour parler des limites, donc je vais avoir deux cas limites, encore une fois, donc basse température et grande température ou bien température ordinaire. Donc, pour étudier, donc voir le cas quantique et le cas classique. Donc, deux cas limites de cette relation sont très typiques, on va les étudier successivement. Donc, je considère la température en premier lieu ordinaire, c'est-à-dire une température de l'ordre de 300 Kelvin, donc c'est à peu près 27-25 Celsius, avec les inductions habituelles. Donc, les inductions habituelles, donc c'est de l'ordre de 0,1 Tesla. Donc, puisque le champ magnétique, donc c'est généralement, donc c'est des faibles champs, c'est des faibles valeurs en Tesla. Donc, dans ce cas, je vais avoir mu B inférieur, très inférieur à T. Donc, c'est le terme en T qui domine. Dans ces conditions, on peut développer donc, le tangente hyperbolique. Donc, normalement, donc, tangente hyperbolique de x, donc c'est x donc au premier ordre, et je vais obtenir l'expression suivante. Donc, je vais multiplier en quelque sorte par mu0 et mu0, donc pour extraire cette expression-là. Donc, si, ce que je vais appeler la susceptibilité paramagnétique, ça va être un bêta fois divisé par mu0. Donc, avec si, donc c'est 1 sur t, donc c'est une constante sur t. Donc, cette dernière relation constitue ce qu'on appelle la loi de Curie, qu'il avait mise en évidence de manière expérimentale, mais maintenant, on vient de la démontrer ou bien de l'expliquer de manière à travers la physique statistique. On remarquera aussi donc la détermination de la constante permet une détermination du moment magnétique mu de l'atome. Donc si je connais la constante, donc je peux déterminer le mu. Donc après, à basse température, donc T elle est de l'ordre de quelques Kelvin, donc je suis proche de zéro absolu, je me retrouve dans le cas purement quantique, etc. Et pour les inductions très élevées, donc maintenant une induction très élevée de l'ordre de 1 Tesla, donc je vais avoir T, elle est très petite, donc KT, elle est très inférieure devant mu B. Dans ce cas, donc, le tangente hyperbolique, je peux le considérer comme étant l'unité, donc c'est 1. Donc je vais avoir que I, ça va être mu0 fois N. Donc ce qu'on appelle la saturation, donc ça va être c'est 0. C'est une constante. Donc c'est la saturation, c'est-à-dire que l'intensité d'aimantation maximale que peut avoir l'échantillon. Donc c'est le max qu'on peut avoir. Donc c'est mu N0. Donc pour expliquer ça, donc je vais dessiner le diagramme suivant. Donc pour mieux comprendre ce résultat, donc je vais avoir un état supérieur, donc de spin antiparallèle, et l'état inférieur de spin parallèle. Donc pour le cas classique, donc mu B très inférieur à KT. Donc je vais avoir les particules seront orientées suivant P, mais l'agitation thermique va les désorienter. Donc il y aura des particules suivantes et des particules avec un signe moins. Du coup, dans le cas à basse température, donc pour le phénomène quantique, donc toutes les particules seront orientées vers le B. Donc à température ordinaire, les deux états sont peuplés. Donc, il va y avoir donc l'état supérieur et l'état inférieur sont peuplés, mais l'état inférieur l'est plus. Donc normalement, donc pour le spin parallèle, c'est plus. Donc c'est pour la température ordinaire. Donc on a vu tout à l'heure que P- supérieur à P+. C'est juste pour expliquer ça. Donc, au contraire, au voisinage de zéro absolu, donc pratiquement le seul état qui existe, c'est l'état inférieur. L'état inférieur, il est totalement occupé. Donc ici, je vais rien avoir comme état, ou bien comme particule dans cet état. Donc on remarque à cette occasion que le rapport de population P+, P- des deux états est lié de façon univoque à la température, c'est-à-dire il est lié directement en quelque sorte à la température, puisque quand je vais effectuer le rapport
P plus sur P moins, ça va être un exponentiel moins mu B sur KT. Donc la température joue un rôle très important dans le nombre, dans les probabilités ou bien dans l'occupation, la probabilité d'occupation d'un niveau. Donc si j'introduis en quelque sorte donc, pour voir la température en fonction des probabilités, donc j'introduis le log donc, pour extraire cette formule de température, donc, comme étant la formule suivante. Donc ici, quand je regarde la température, en quelque sorte, c'est une autre manière de voir cela. Donc, c'est à travers donc, le spin. Donc, on parle souvent de température du spin. Donc, tout à l'heure, on a vu que la température, elle est due aux excitations, bien aux oscillations des atomes. Maintenant, le spin donc, peut aussi donner une température. Donc, on parle de température du spin. Donc, l'origine de température, ça peut être l'orientation du spin. Donc, cette notion très importante pour tous les problèmes d'orientation atomique dans un champ magnétique. Donc, par exemple, si l'on arrive à réaliser une inversion de population, donc par exemple, c'est j'inverse ici, donc je vais avoir P- supérieur à P+. Donc la relation précédente, donc T, ça va donner une valeur qui est négative. Donc ces résultats ont été réalisés expérimentalement à travers les travaux d'Abraham et Protocol. Donc merci de votre attention. À la prochaine.